donc on est très content d'accueillir Dr Claire Debesse, que je connais bien puisqu'elle est responsable de l'unité douleur à l'hôpital Tenon. Elle est surtout spécialisée dans la gestion des douleurs pelviennes chroniques dont elle va nous parler aujourd'hui. C'est une bonne opportunité de revoir un petit peu à la fois les dernières recommandations sur la gestion des douleurs pelviennes chroniques. Elle va nous rappeler quelques définitions et puis nous donner probablement quelques clés pour aider à manager parfois des patientes qui sont très difficiles à manager, mais c'est le cas partout, hein, en ville et à l'hôpital. Et donc, voilà, nous donner peut-être les premières clés pour aider à manager ces patients. Donc, merci beaucoup, Claire, d'avoir pris ce temps. Et puis, on t'écoute. Donc, on a dit pour 20-25 minutes à peu près. Voilà, et quelques questions ensuite. Très La bien. parole est à toi. Merci Johan. 20-25 minutes, c'est un peu. Enfin, moi, je suis assez bavarde sur ce sujet, donc j'ai tendance à déborder un peu, mais j'essaie de faire quelque chose de très, d'un peu concis parce que c'est très large en fait. Je vais vous reparler un petit peu. Il y a quelques mécanismes. Moi, je pense que c'est important quand même pour parler des algies pelviennes de comprendre un peu les mécanismes qui sous-tendent ces douleurs. Donc, je vous parlais de quelques concepts, peut-être que vous connaissez déjà, d'hypersensibilisation, de douleurs nociplastiques, remettre un peu quelque chose à plat. Et puis après, je vous propose de faire un retour un peu sur les recommandations. Il y a les dernières recommandations qui sont sorties en 2025. Voilà, et puis je vais essayer de garder du temps pour les questions. Voilà. Donc, ce qui est. Hop, alors déjà, est-ce que ça va passer? Voilà. Alors, vous voyez bien les diapos qui défilent? C'est OK? Ouais, ok, super. Donc en fait, si vous en avez, vous voyez que c'est quand même une approche clinique qui est très complexe. Alors la douleur chronique de façon générale, c'est compliqué, mais alors les douleurs pelviennes chroniques, c'est encore pire parce que en fait, des patientes qui arrivent avec toute une symptomatologie très riche, urologique, digestive, sexuelle, sont des patientes qui sont en demande de solutions, des fois un peu invasives, et de réponses à leurs questions qu'on n'a pas toujours malheureusement. Et en fait, dans les douleurs pelviennes chroniques, la première chose, ça va être évidemment, c'est le rôle de tout spécialiste d'organes d'éliminer une cause organique, bien évidemment. Des fois, on en trouve, mais des fois, on n'en trouve pas. Et moi, j'ai plein de patientes qui arrivent avec des IRM totalement normales. Donc, en général, celles-là, si elles n'ont pas été bien orientées dès le départ, elles ont 5 IRM, 6 échographies. Elles ont fait le tour de la place pour qu'on essaie de leur trouver des lésions qui n'existent pas toujours. Et dans ce cas-là, il faut rechercher ces causes non organiques et expliquer surtout aux patientes qu'on peut avoir des douleurs sans lésions. Ça, c'est quelque chose d'important. Et dans les douleurs pelviennes, on va voir qu'on parle beaucoup de concepts d'hypersensibilisation de douleurs nociplastiques, qui sont en fait des douleurs qui existent sans lésion, que ça soit, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de lésion qui active le système de la douleur, mais il n'y a pas non plus de lésion sur le système de la douleur. Et ce n'est pas pour autant, évidemment, que les douleurs sont dans la tête. On en voit encore quelques-unes, mais de moins en moins. Le concept de douleur psychogène, ça n'existe pas. Et aussi, ce qui est aussi compliqué dans ce tableau clinique, c'est que vous voyez, souvent les patientes, elles arrivent en disant « mais j'ai mal à la vessie », alors que en fait, la vessie va bien, mais c'est que la douleur s'exprime par la vessie. Voilà. Des patientes qui arrivent en disant « j'ai mal à gauche, je ne comprends pas, ma lésion, elle est à droite. Je ne comprends pas, donc je dois avoir quelque chose à gauche », alors que pas forcément. L'autre chose aussi, donc très rapidement, c'est que pourquoi c'est une approche complexe, la douleur chronique et encore plus pelvipérinéale, c'est que vous savez que la douleur, c'est pas juste une sensation, c'est pas juste une intensité douloureuse avec un type de douleur. Il y a aussi toutes deux composantes importantes, qui est la composante affective émotionnelle, le retentissement de la douleur sur le moral. Souvent, c'est soit de l'anxiété et ou de la dépression. Et toute cette composante qui est indispensable, qui est la composante cognitive comportementale, ce qui est en fait tous les mécanismes que la patiente va mettre en place, ou le patient d'ailleurs, ce qu'on en a, va mettre en place vis-à-vis de ses douleurs, les représentations de la douleur, de la maladie qu'elle a. Et là, ça va jouer beaucoup, nous, sur notre prise en charge, parce qu'on sait qu'on ne va pas prendre en charge une patiente qui arrive en disant « j'ai une lésion, c'est sûr, j'ai mal, j'ai une lésion, trouvez-moi ma lésion et guérissez-moi », plutôt que la patiente qui va dire « bon, j'ai compris, j'ai des douleurs, ça ne s'explique pas par l'IRM, mais j'ai plutôt envie d'avancer avec ces douleurs plutôt que de guérir à tout prix ». Et donc, une grosse partie de la prise en charge, ça va être de travailler sur cette composante cognitive comportementale aussi. Alors, je mets un peu les pieds dans le plat tout de suite, mais c'est important de le savoir. Alors, douleurs chroniques et psychotrauma, c'est très fréquent, et encore plus dans le cadre des douleurs pelviennes chroniques. 48 à 56%, ce sont les chiffres qui sont probablement sous-estimés quand j'en parle avec la psychologue de mon service. De patientes auront des antécédents de psychotrauma d'ordre sexuel. Donc, c'est délicat, il faut les chercher. Pour moi, ça fait partie de l'examen clinique, ça fait partie de l'interrogatoire. Évidemment, pas
pas en début de consultation. Évidemment, toujours après avoir instauré un climat de confiance avec la patiente, bien lui expliquer que la douleur, dans tous les cas, n'est pas dans la tête, que c'est pas parce qu'il y a un psychotrauma qu'il y a une douleur, mais que toutes les études sont en faveur du fait que des antécédents psychotraumas vont faire un peu le lit à la chronicisation. C'est-à-dire qu'entre deux patientes, moi je leur dis, il y a deux patientes qui vont avoir la même IRM, il y en a une qui ne va pas chroniciser, l'autre elle va chroniciser, et ben c'est là-dedans qu'il faut aller chercher. Nous, notre rôle, c'est de pointer le doigt là-dessus. Je ne suis pas psychologue, donc après, on passe la main au psychologue. Évidemment, toujours avec accord de la patiente. Moi, j'en ai, elles savent qu'elles ont eu des psychotraumas, qu'il faudrait qu'elles travaillent dessus. Elles ne veulent pas. C'est pas à moi d'aller déterrer les placards, les cadavres dans le placard. En tout cas, il faut que la patiente, elle soit consciente de ça. Et le soignant aussi, c'est important de prendre en charge tout ça, de le chercher en tout cas. Toujours dans les douleurs, dans les notions qui sont importantes avant d'aborder un peu le vif du sujet, c'est sur les différents types de douleurs. Alors en général, on connaît bien des douleurs qui sont plutôt aiguës, les douleurs par excès de nociception, douleurs inflammatoires, ça ce sont des douleurs qui sont finalement physiologiques. C'est des douleurs qui avec une activation du système de la douleur et un système de la douleur qui est sain. Les douleurs neuropathiques, celles-là en général, les soignants les connaissent aussi. Celles-là, elles sont différentes. Il y a aussi une lésion, mais c'est une lésion qui est sur le territoire, en fait, qui est sur le système de transmission. Ça peut être une compression d'un nerf, ça peut être les lésions post-opératoires. Pour les chirurgiens, on connaît bien les douleurs post-opératoires lésionnelles neuropathiques, par étirement, lésion, etc. Ces deux types de douleurs, enfin trois types de douleurs, ce sont des douleurs qu'on connaît bien et qu'on arrive assez bien à différencier quand on le cherche. Les douleurs par excès d'ocyception, c'est typiquement voilà, la douleur classique, entre guillemets, mécanique ou inflammatoire, ce qu'on a appris avec des topographies qui sont régionales, un examen neurologique normal. Alors que la douleur neuropathique, tout de suite, on tique un petit peu quand la patiente nous parle de brûlure, de décharge électrique, une topographie qui est neurologique, ça c'est très important pour la définition. Et les douleurs neuropathiques, en général, ça on connaît, c'est le questionnaire DN4 qui permet de les dépister. Un DN4 supérieur ou égal à 4 égale une douleur neuropathique. Et puis, il y a ces dernières douleurs qu'on connaît moins, peut-être vous connaissez ou peut-être pas, ce sont ces fameuses douleurs nociplastiques. Alors, les douleurs nociplastiques sont des douleurs qui sont finalement sans lésion, que ce soit une lésion organique ou une lésion sur système de la douleur. Ces douleurs nociplastiques, elles sont liées réellement, en fait, il faut imaginer qu'il n'y a pas du tout d'altération. En fait, il n'y a pas du tout de lésion, donc il n'y a pas un signal douleur envoyé, mais en fait, c'est toute une altération, une perturbation de tout le système de transmission de la douleur. Alors là, je n'ai pas eu le temps de vous faire la physiologie de la douleur en accéléré, mais en gros, très schématiquement, vous avez ces trois neurones, la douleur, une transmission de l'information, un premier relais au niveau de la moelle épinière, qui va remonter l'information jusqu'au niveau du thalamus qui va dispatcher l'information dans les différentes aires corticales intéressées. Et puis en retour, comme la nature est bien faite, on a ce qu'on appelle des contrôles inhibiteurs. Ces contrôles inhibiteurs, finalement, sont des antalgiques naturels qui sont activés comme une sorte de rétrocontrôle qui est activé quand le système de la douleur est activé. Et finalement, dans cette douleur nociplastique, il n'y a pas de lésion. Donc, en fait, on n'est pas dans ce contexte d'essai de nociception, on a information nociceptive, mais finalement, le système de transmission de la douleur, il est sain. Il y a des contrôles inhibiteurs qui sont actifs, mais qui ne sont pas suffisamment actifs, et on ressent la douleur. Alors que les douleurs par sensibilisation, vous avez ou non une information nociceptive, des fois, il n'y en a pas. Mais en fait, vous avez une altération du système de transmission, avec des systèmes facilitateurs qui sont activés, donc des récepteurs de la douleur, en fait, qui sont activés même quand il n'y a pas de douleur. Et puis, des contrôles inhibiteurs qui sont complètement débordés, pour tout un tas de raisons, soit parce qu'il y a eu des influx douleurs de façon permanente, soit aussi parce que les contrôles inhibiteurs sont défaillants parce qu'ils dépendent des endorphines, noradrénaline, sérotonine, qui sont impliquées aussi dans la dépression. Et donc, du coup, c'est là où on voit le lien aussi entre dépression et douleur. Donc, ces douleurs nociplastiques, moi, quand les patientes, elles me disent « je ne comprends pas, j'ai des douleurs, je n'ai pas de lésion », je dis « c'est normal, ce sont ces douleurs nociplastiques, ce sont des douleurs sans lésion ». Finalement, je leur dis « c'est un peu comme si tous les systèmes de régulation de votre système de la douleur, ils sont complètement altérés. » Voilà, je leur dis, c'est un peu un péage en flux libre sur la 13, quoi. C'est-à-dire que l'information douleur, elle passe en continu, il n'y a plus de garde-fou, il n'y a plus de porte, quoi. Et donc, c'est vraiment ces douleurs nociplastiques que l'on retrouve dans ce concept d'hypersensibilisation. Alors,
L'hypersensibilisation, là, je vais vous en parler parce que c'est important, ça explique énormément quand vous avez des patientes qui ont un tableau douloureux très riche, des symptômes urinaires, des symptômes digestifs, les douleurs, elles persistent alors qu'il n'y a pas de lésion ou qu'il n'y a plus le stimulus douloureux. En fait, tout ça, ce tableau s'intègre très bien dans ce concept d'hypersensibilisation. Qu'est-ce que c'est en pratique? Vous allez avoir des nocicepteurs en périphérie qui sont faits par des mécanismes de plasticité, comme on les active de façon régulière sur un terrain qui est favorisant. On va avoir des récepteurs qui vont être de plus en plus nombreux et qui vont répondre pour des seuils de perception de plus en plus faibles, jusqu'à devenir des seuils de perception normalement non douloureux. Il y a aussi, par le jeu de la convergence, une diffusion spatiale de l'information, ce qui va très bien expliquer que même si vous avez des lésions au départ dans le périnée antérieur, vous allez avoir des douleurs en postérieur. Et puis petit à petit, encore une fois, par cet effet de tache d'huile, en fait, on a des patientes qui sont douloureuses de façon globale. Moi, je le vois très bien sur les questionnaires douleurs. On me les adresse pour le syndrome douloureux pelvien. Je vois que sur le petit bonhomme, tout est hachuré en rouge, de la tête jusqu'aux pieds. Là, on sait déjà qu'on a une hypersensibilisation. Ce que les rhumatologues diraient probablement, c'est une fibromyalgie. Moi, j'appelle ça une hypersensibilisation centrale secondaire. Et puis, il y a aussi une diffusion de la douleur dans le temps. Et là, c'est la diffusion temporelle de cette douleur. Donc, en pratique, l'hypersensibilisation, c'est un concept global, hein, mais qui va expliquer, par exemple, typiquement la fibromyalgie, l'algodystrophie, les douleurs de migraine aussi sont des douleurs nociplastiques. Mais au niveau du périnée, finalement, ça va intéresser, hein, ça va. Là, je vous fais pas de leçon d'anatomie, hein, mais en gros, les 3 gros organes, ça va être la vessie, l'utérus et le rectum. Et finalement, on va pouvoir avoir des symptômes qui vont intéresser ces 3 sphères. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est tous les muscles qui passent autour. Alors, l'abaissement des seuils de perception des nocicepteurs au niveau urinaire, ça va vous expliquer des patients qui vont arriver en disant « mais moi j'ai toujours l'impression d'avoir des cystites. J'ai fait 3 CBU, ils sont normaux, je suis allée voir 3 urologues, on m'a fait des fibroscopies vésicales, tout est normal. » Et en fait, donc c'est des patientes qui vont avoir une pollakiurie, des brûlures mictionnelles ou post-mictionnelles, une pollakiurie, des sensations d'envie permanente d'uriner parce que vos récepteurs ils sont trop sensibles. Il y a aussi au niveau digestif, donc perception exagérée du transit, les alternances d'arrêt-constipation, tout ce qui est troubles fonctionnels intestinaux, parce que le pelvis est sous la dépendance du système végétatif, donc il faut imaginer voilà, qu'on a une altération globale de tout ce système. Au niveau génital, on retrouve les vulvodynies, les vestibulodynies, qui sont des modèles de douleurs nociplastiques, toujours une fois qu'on a éliminé toute pathologie d'organes, hein, évidemment. Le syndrome génital sans repos, ça on en a quelques-uns, c'est assez compliqué à traiter. Et puis chez l'homme, on peut aussi avoir évidemment des troubles. Deuxièmement, dans l'hypersensibilisation, vous savez, cet élargissement de la zone de perception, c'est la diffusion spatiale, c'est ce qu'on appelle le crosstalk des organes. En fait, comme finalement, il y a une convergence des informations au niveau de la moelle épinière, et bien en fait, ce qui est codé au niveau de la vessie va, voilà, c'est vraiment ces histoires de convergence, ça explique très bien les douleurs que vous avez dans le bras quand vous faites l'infarctus, etc. Donc moi, j'explique aux patientes à la fin, je passe quand même du temps à leur expliquer tout ça, je leur dis, il faut considérer votre pelvis comme un gros organe, alors c'est très grossier, mais elles comprennent bien, quand il y en a un qui souffre, les autres souffrent aussi en fait. Il ne faut pas forcément chercher à localiser typiquement, voilà, j'ai mal à cet endroit-là, donc c'est cet organe qui souffre. Et puis enfin, il y a la diffusion temporelle de la douleur, ce qui fait qu'en fait, on a des symptômes qui vont perdurer au-delà de la stimulation. Quelque chose de très fréquent, donc après miction, les patientes, elles vont vous dire « j'ai mal, la vessie est pleine, elle me fait mal, j'ai mal pendant que je fais pipi, mais une fois que j'ai fait pipi, je continue à avoir mal pendant des fois quelques minutes, voire quelques heures. » Après la défécation et après le rapport sexuel, ça c'est très fréquent avec des patientes qui décrivent des douleurs qui persistent après le rapport. Et puis ces sensations quasi permanentes de faux besoins et d'excitation sexuelle permanente. Alors, tout ça a été regroupé, ce contexte d'hypersensibilisation, c'est l'équipe de Nantes qui a beaucoup travaillé dessus. Sur ce tableau qui est le score de convergence PP, vraiment, pour moi, il fait partie de l'examen clinique de base, comme tous les autres scores, hein, comme le N, le DN4, etc. Il regroupe tout ça. Il est très, très bien fait, ce score. Il regroupe les 3 catégories que je viens de vous donner, donc l'abaissement des seuils, la diffusion temporelle, la variabilité des symptômes aussi, et puis les syndromes associés, donc tout ça qui fait parler de quelque chose de, quand même de central. Ça regroupe les différentes sphères. On a aussi l'allodynie et la sphère musculaire. On va en parler tout à l'heure, c'est essentiel de rechercher et traiter les points gâchettes, le syndrome myofascial qui est quasi toujours associé dans les douleurs pelvipérinéales. Donc votre score de sensibilisation pelvienne, au-delà de 5 sur 10, vous avez une patiente qui est hypersensibilisée.
Moi, j'en ai eu, là, j'ai une consultation hier, les deux, elles avaient 10 sur 10, donc c'est assez rare, mais ça arrive. Et en fait, honnêtement, pour les patientes, moi, je leur sors ce score, je le fais avec elles, je leur donne leur score, et ça les aide beaucoup pour avancer sur la compréhension de leur douleur. Parce que quand elles comprennent qu'en fait, finalement, elles rentrent quand même dans des cases, et ben, ça les rassure beaucoup. Et quand je leur dis tout ça, c'est normal, ça les rassure beaucoup, et j'en ai beaucoup finalement sur le plan de la douleur, c'est compliqué toujours à traiter ces douleurs-là, mais par contre, sur le plan de la compréhension et après, ce qui va beaucoup vous aider parce que la patiente, elle va être elle va beaucoup mieux adhérer au traitement que vous allez lui proposer. Voilà, ça c'était un petit peu des concepts. Alors je les ai abordés assez rapidement, que je voulais voilà, les notions que vous ayez assez claires avant d'aborder en fait la gestion des douleurs. Alors ces douleurs et endométriose, moi je suis pas gynécologue, donc encore une fois, je vais pas vous faire tout le topo sur endométriose. Bon, douleurs et endométriose finalement. Quelle que soit la douleur pelvienne, la prise en charge, moi, globalement, ça sera toujours plus ou moins la même, avec une gestion vraiment globale de ces douleurs, qu'il y ait des lésions ou pas de lésions. Alors, dans le cas plus spécifiquement de l'endométriose, je voulais un peu vous alerter parce que quand on tape douleur et endométriose sur Internet, pour le tout venant, toutes les associations de patients, etc., où vous pouvez faire le test, vous allez tomber sur, vous allez tomber sur, vous avez une douleur neurologique, vous avez une douleur neuropathique, donc allez faire traiter cette douleur, c'est une douleur neuropathique. Les études aussi, douleur et endométriose, beaucoup, comme celle-là, ce sont des études qui sont très bien faites, vous disent finalement, on a des douleurs neuropathiques dans plus de 44% des patientes. Alors juste pour rappel, une douleur neuropathique, c'est une douleur qui est liée à une altération du système de transmission de la douleur, une altération du système de transmission de la douleur avec une lésion neurologique et un territoire nerveux systématisé. Là, on va voir qu'on ne parle pas forcément de douleur neuropathique, mais de douleur à caractère neuropathique. Parce qu'effectivement, vous faites un DN4, votre DN4 il est positif chez la moitié des patientes à peu près. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette étude, ils ont fait aussi un score de convergence PP. Bizarrement, c'est à peu près la même proportion qu'il y a un score de convergence PP positif. Donc ça veut dire que ce qu'on prend souvent pour des douleurs neuropathiques sont des douleurs d'allure neuropathique, et ces douleurs d'allure neuropathique sont des douleurs nociplastiques. Alors, dans l'endométriose, assez rapidement, finalement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de douleur? Vous allez avoir des douleurs nociceptives, chroniques par l'inflammation. Celles-là, on les connaît bien. Elles sont en général soulagées par la pilule, soulagées par les antalgiques classiques. Mais vous allez avoir très rarement, et c'est très rare, encore une fois, les lésions nerveuses du nerf macroscopique par compression, envahissement, ou aussi post-opératoire par lésion. Mais finalement, dans la littérature, quand on regarde, le pourcentage, il est extrêmement faible. Et en fait, à vrai dire, moi, quand j'avais fait la littérature, je n'ai pas trouvé réellement de pourcentage. Aussi, quelque chose d'important, décompression par contracture musculaire réactionnelle à une lésion. Le syndrome myofacial du piriforme, vous allez avoir la douleur du sciatique, ça c'est sûr. Et puis, finalement, souvent, ce qu'on va voir le plus souvent, ce sont ces fameuses douleurs nociplastiques par hypersensibilisation. Alors, pourquoi c'est important donc? Et d'ailleurs, pour vous convaincre, en finir de vous convaincre, l'endométriose, c'est un modèle de douleur nociplastique au niveau pelvien, là, dans cette belle étude, belle revue de 2024 sur les douleurs nociplastiques. Et donc finalement, encore une fois assez rapidement, moi j'explique souvent aux patientes, souvent comment ça se passe, on va avoir des lésions tissulaires, elles peuvent être guéries, c'est-à-dire que les patientes, ou sinon qui vont dire typiquement, depuis que je prends la pilule, j'ai une amélioration, mais il me reste toujours ma douleur de fond. Donc ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez avoir des lésions tissulaires, parfois, pourquoi pas, mais rarement des lésions nerveuses, qui vont, en fait, par mécanisme de sensibilisation centrale, lorsqu'elles perdurent sur un terrain favorisant, entraîner ces douleurs, une douleur maladie, ce sont ces douleurs nociplastiques avec une hypersensibilisation pelvienne centrale, et c'est elles qu'on va traiter. Et moi, souvent, quand mes patientes, moi je suis anesthésiste algologue, je ne traite pas l'endométriose, d'ailleurs je les renvoie celle-là en gynéco, mais par contre je traite les conséquences des douleurs. Et c'est là où souvent le travail avec le gynécologue est important parce que on va voir que souvent la pilule va permettre de nettoyer un petit peu ce qui ne ressort pas du nociplastique, et moi je vais arriver derrière pour assainir un petit peu le terrain entre guillemets. Donc en pratique, pourquoi c'est important? Parce que finalement, on va voir que le traitement de la douleur nociplastique ou neuropathique, les traitements médicamenteux, c'est les mêmes. Donc vous allez me dire, finalement, à la fin, on finit avec du Laroxyl et de la venlafaxine ou du Luxétine, et à quoi bon faire la différence? Alors, moi, je trouve que c'est hyper important vis-à-vis de la patiente, pour qu'elle comprenne la physiologie de sa douleur. Si elle arrive en disant « j'ai une douleur neuropathique », qu'est-ce que ça veut dire en sous-jacent? Ça veut dire « j'ai une lésion qui entraîne cette douleur neuropathique, donc il va me falloir un traitement curatif ».
Si j'ai des lésions d'endométriose, le traitement curatif, ça va être la chirurgie au bout d'un moment. Donc, ça va être des patientes, si on ne leur explique pas d'où vient leur douleur, qui vont être en demande d'un traitement curatif et de risque, dans ce cas-là, de traitements invasifs et chirurgicaux. Ça, c'est de la part de la patiente et aussi du praticien qui n'est pas assez sensibilisé, qui va proposer en disant écoutez, vous avez mal, bon, il y a une lésion, elle est toute petite, je ne comprends pas trop, mais on va quand même aller l'enlever. Et en fait, là, aller faire la chirurgie sur des patients sensibilisés, docteur Dabi pourra vous le dire, c'est assez dramatique parce que ça aggrave évidemment les choses. Et puis en plus, si on lui dit douleur neuropathique, en fait, elle ne va pas comprendre, toute l'implication d'une douleur, d'une hypersensibilisation, du fait de cette composante multidimensionnelle de la douleur, le fait qu'on ne peut pas juste traiter avec des médicaments ou avec de la chirurgie, c'est une prise en charge globale, avec une participation active de sa part, une prise en charge psychologique qu'il faudra adapter aussi. Le diagnostic précoce, ça, il est important pour la qualité de vie, pour une prise en charge le plus précoce possible des patientes douloureuses, permettre de traiter rapidement une hypersensibilisation. Si on les prend au stade précoce, en fait, on aura quand même un bien meilleur résultat. C'est un peu comme les douleurs chroniques post-op. Si on sait que si on intervient dans les 3 mois, on a beaucoup moins de risques de mise en place de tous ces mécanismes de chronicisation. Voilà. Alors, on va parler d'un dernier, donc ça c'était sur les mécanismes des douleurs d'endométriose. Un dernier mot rapidement sur les syndromes myofasciaux. Les syndromes myofasciaux, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Alors voilà, quels sont les muscles intéressés au niveau pelvien? Moyen fessier, piriforme, obturateur interne. Moi je les cherche toujours piriforme, obturateur interne. En antérieur, ça va être surtout le psoas qui va nous intéresser. Et il y a aussi tous les muscles du périnée qui peuvent être contractés. Qu'est-ce qu'un syndrome myofacial? En fait, c'est un muscle qui est contracté avec un point douloureux gâchette au sein d'un muscle. Et alors, ce qu'on dit, on ne sait jamais entre l'œuf ou la poule. C'est une cause, il y a une contraction réflexe qui crée une douleur, et cette douleur, elle va persister, parce que si on ne prend pas en charge ce syndrome myofaciaux, évidemment, ça persiste, et donc ça va favoriser ce cercle vicieux de syndrome de douleur nociplastique et d'hypersensibilisation, ou une conséquence. Tout à fait. S'il y a des lésions d'endométriose, une lésion vésicale, etc., vous allez avoir des contractions. Moi, je dis toujours aux patients, quand on a mal, on se contracte, et la contraction en elle-même, elle est douloureuse. Regardez un lumbago comme c'est douloureux. Donc finalement, cause ou conséquence, ce qui compte, c'est de dépister ce syndrome myofacial et de le traiter. Et entre autres, ce syndrome myofacial, vous expliquez tout un tas de cortèges qu'on ne comprend pas trop si on reste juste sur les pathologies d'organes. Mais alors, votre patiente, elle va vous expliquer qu'elle a une sciatique tronquée, souvent. Alors, malheureusement, des fois, on va lui faire une IRM pour peu que la patiente, elle soit un peu âgée, on va lui trouver un peu d'arthrose, on va aller l'infiltrer, ça ne va pas marcher, évidemment, parce qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle, par exemple, typiquement les syndromes du piriforme, qui sont des contractions, en fait, des compressions du sciatique au niveau du piriforme qui est contracté. On peut tout à fait avoir des douleurs de type pudendal sur le territoire pudendal parce que votre pudendal, il passe entre un obturateur interne et un piriforme. S'ils sont contractés, vous allez avoir des douleurs de type neuropathique au niveau pudendal. Donc, en tout cas, il faut vraiment aller le chercher, ce syndrome myofacial. C'est assez simple en consultation. Le psoas, on va le chercher au niveau de la palpation abdominale. Si on va aller crocheter un petit peu la iliaque et puis on peut faire lever un peu la jambe contre résistance. Là, c'est vraiment typique. Alors, pour l'obturateur interne, déjà en externe, moi, on le palpe, voilà, on fait une croix, on palpe au niveau de la fesse, point douloureux, 5 cm au-dessus le piriforme. Ceux-là, des fois, ils sont même complètement contractés, même à l'œil nu. Et puis, on peut faire aussi en interne les touchés vaginaux. Alors, moi, je ne suis pas gynécologue, donc les touchés vaginaux, je les fais seulement si j'ai vraiment besoin et que je pense que l'examen va m'apporter quelque chose. Mais souvent, quand j'ai déjà un syndrome myofascial en externe, la palpation externe, c'est même pas la peine d'aller chercher en interne. On sait que la patiente aura mal et ça explique beaucoup de dysparonies. Par exemple, les dysparonies profondes qui sont persistantes. Alors, c'est pas la seule cause, mais le syndrome myofascial de l'obturateur interne va pouvoir expliquer ces symptômes. On va chercher les élévateurs de l'anus. Les élévateurs de l'anus, on peut les faire avec un toucher rectal. Moi aussi, je triche un petit peu et je vais aller palper le coccyx. Et en fait, les élévateurs de l'anus s'accrochent au niveau du coccyx et donc vous allez pouvoir avoir une douleur au niveau coccygien aussi qui va signer une contracture des élévateurs de l'anus. Donc ça fait vraiment partie de l'examen clinique, tout comme le score de convergence PP, qui doivent être systématiques. Voilà, alors maintenant on va en venir à la deuxième partie, donc qui sera un peu plus courte finalement, parce que maintenant je pense que vous avez toutes les clés en main pour comprendre comment est-ce qu'on prend en charge ces patients. Sur les stratégies thérapeutiques, alors il y a les recommandations de la HAS de 2017 et très récemment les recommandations de 2025 du CNGOF et puis de Convergence PP. Voilà, que je vais vous reprendre rapidement. Je ne vais pas vous refaire toute la revue de la littérature qui a été faite, mais on va faire un petit point là-dessus.
Donc déjà, quelques généralités. Il faut valider la plainte. Premièrement, vous n'avez pas IRM ou pas IRM, importance des lésions ou pas à d'endométriose. Moi, je leur dis, en fait, vous savez, moi, l'IRM, pour moi, je la regarde après, mais ce qui compte, c'est que vous venez, vous avez mal. Donc, on va gérer cette douleur. Vous avez le droit d'avoir mal, même s'il n'y a pas des lésions monstrueuses à l'IRM. Reformuler les objectifs de traitement. La patiente qui va arriver en disant, je veux trouver pourquoi j'ai mal, j'ai forcément une lésion quelque part et je veux guérir. Celle-là, on sait que ça va être plus compliqué. Les morphiniques, globalement, retenez que c'est à proscrire, d'accord? C'est contre-indiqué. Dans les douleurs nociplastiques, c'est contre-indiqué. Chez la femme jeune, ça va être contre-indiqué à cause de tous les effets secondaires, des risques de dépendance et de tolérance, etc. Et encore une fois, primum non nocere, ça prend vraiment toute sa valeur ici, de ne pas aller opérer, même si la patiente, elle insiste. En fait, il va falloir lui expliquer que, en fait, encore une fois, ces concepts de douleur nociplastique, d'hypersensibilisation, on va faire plus de mal que de bien d'aller aggraver les choses. Moi, je leur dis aussi, vous avez une IRM, faites dans de bonnes conditions, lue par des bons professionnels. Ce n'est pas la peine de la réitérer s'il n'y a rien. Voilà, ça, c'est vraiment important. Alors, déjà, premièrement, on en a parlé rapidement, ça va être éliminer une pathologie organique. Là, voilà, vous connaissez bien, évidemment, mais on va éliminer des causes d'infection, tumeurs, inflammation. L'endométriose fait partie des pathologies organiques. On va éliminer des causes osseuses, musculaires, donc syndrome myofascial, toujours à rechercher. Les nerfs, mais souvent, vous voyez que les nerfs, même si on a des douleurs de type neuropathique, y compris bien systématisées, très souvent, ça s'intègre dans un tableau global de syndrome myofascial et d'hypersensibilisation. On va évidemment pas aller infiltrer un nerf pudendal s'il y a un syndrome myofascial associé. On va d'abord faire le syndrome myofascial, le traiter, on verra après. La peau, en général, quand la patiente commence à me dire que ça la gratte, etc., faut aller vérifier au niveau de la peau. Les vaisseaux, je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais c'est un gros sujet aussi, le syndrome de congestion pelvienne. Et puis toujours, de toute façon, systématique, rechercher la sensibilisation va faire partie de votre examen clinique. La prise en charge non médicamenteuse, alors il y a beaucoup de choses que les patients vont tester. Globalement, il faut rester assez pragmatique, faire ce qui est recommandé. Premièrement, ce qui est recommandé, c'est la kiné pelvipérinéale adaptée, l'activité physique adaptée, plus. La kiné, ce qui est important, c'est d'avoir des bons kinés, donc il y a des kinés des réseaux de kinés qui sont spécialisés. Si vous faites juste ordonnance de kiné pelvipérinéale, la patiente va avoir n'importe quel kiné, il va lui faire ce qui est contre-productif, ce qui va aggraver ses douleurs, c'est du renforcement musculaire, c'est des kinés d'étirement, relaxation, de prise de conscience des muscles du plancher pelvien. Souvent, ça va pouvoir gérer quand les patientes vous disent qu'elles ont une dysurie, des sensations qui restent des douleurs, enfin de l'urine à la fin de la miction. Là, un bon kiné va pouvoir travailler tout ça. Il peut faire des techniques d'infrarouge, de técarthérapie, mais la base, c'est une participation active du patient. Massage, étirement des points douloureux et surtout auto-exercice 20 minutes par jour. Moi, je mets 20 minutes par jour, comme ça, je me dis qu'au moins, s'ils le font 2 ou 3 fois dans la semaine, ce sera déjà pas mal. Mais ça va être vraiment la base du traitement et c'est vraiment une kiné qui est spécialisée, adaptée avec des bons kinés. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Deuxièmement, le régime alimentaire. Alors, la patiente nous en parle beaucoup. Mon alimentation anti-inflammatoire. Alors, le pire, c'est celle qui se met au FODMAP, parce que là, c'est invivable. Alors, sachez que, moi, je leur dis, en fait, il n'y a aucune recommandation dans l'état actuel des choses. Il y a probablement un lien entre inflammation, endométriose, etc. Mais pour le moment, les données, elles ne sont pas en faveur d'un régime même, y compris anti-inflammatoire. Moi, je trouve qu'après, c'est un petit peu le bon sens. Évidemment qu'un régime méditerranéen, c'est mieux qu'autre chose. Évidemment que si la patiente, quand elle voit qu'il y a un aliment qui va aggraver ses douleurs, elle va l'enlever d'elle-même. Et ce que je leur dis surtout, c'est que moi, je suis là pour améliorer leur qualité de vie. Et donc, une amélioration de la qualité de vie, si vous avez une patiente qui a 2 points de N en moins, mais qui se retrouve avec un régime FODMAP, ça ne va plus rien pouvoir faire, elle ne va plus pouvoir se faire plaisir, ça n'a pas d'intérêt. Et donc là, pour ça, moi, je leur dis, il y a les recommandations. Pour le moment, il n'y a aucun consensus. Les approches corporelles, ça c'est indispensable. Il y a des méta-analyses, toutes les études montrent que ça améliore l'anxiété, la dépression, le stress, la fatigue et l'intensité de la douleur. Donc il faudra que ça soit adapté au type, en fonction de la patiente évidemment, mais ça doit faire partie de la base de la prise en charge. Et souvent, la patiente, si on lui explique encore une fois comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on va lui proposer d'avoir un psychologue? Pas parce que la douleur est dans la tête, mais parce que ça va l'aider à gérer ses douleurs, ça va peut-être l'aider à gérer un psychotrauma, faire un lien entre trauma-douleur, entre stress et douleur, etc. Donc là, elle acceptera beaucoup mieux. Parce que sinon, c'est vrai que des fois, elles en ont entendu des vertes et des pas mûres et elles peuvent être un peu réticentes, voire un peu réfractaires. Moi, quand je leur demande, est-ce que vous faites un lien entre des situations de stress et l'intensité des douleurs? Au début, elles sont un peu réticentes à me dire oui. Moi, je leur dis, mais il n'y a pas de question piège, c'est normal et c'est attendu. Et c'est normal parce qu'il y a les différentes composantes de la douleur.
L'acupuncture, là aussi, on a besoin d'études complémentaires. Malheureusement, il n'y a pas assez d'études, pas assez grande ampleur pour pouvoir proposer l'acupuncture. Encore une fois, la patiente, si elle en fait et que ça la soulage, c'est parfait. Mais nous, on ne peut pas lui recommander. Le TENS, alors ça, là aussi, c'est innocuité, efficacité. Ça permet vraiment d'épargner les traitements médicamenteux beaucoup pendant les crises. Honnêtement, pendant les dysménorrhées entre le TENS et le salbutamol, qui est totalement hors AMM, hors tout ce que vous voulez, mais des fois, j'arrive vraiment à bien soulager les patientes. Donc le TENS, vous connaissez, vous avez le droit de prescrire, c'est l'Urostim. L'Urostim, il est plus à visée fonctionnelle. Il y a un programme antidouleur, malheureusement, qui a été rajouté pour déjà dépanner un petit peu, mais c'est vrai que le TENS, celui que pour le moment seuls les centres de la douleur peuvent prescrire, en fait, il est plus complet et il y a tout un tas de programmes antidouleurs, à visée antidouleur, plutôt de décontraction musculaire, etc. Voilà un type d'ordonnance. En tout cas, pour le moment, malheureusement, il faut que ça soit un centre de la douleur qui fasse l'ordonnance. Enfin, les compléments alimentaires, là aussi, je vois de tout et absolument rien de prouvé. Donc là aussi, on ne peut pas les recommander. C'est pas, voilà, il n'y a pas de démarche scientifique derrière tout ça. Donc si on fait finalement un peu une conclusion, kiné, approche psychocorporelle, TENS. Et le reste, moi j'allais dire, c'est un petit peu en fonction de la patiente. Surtout les régimes alimentaires, faut s'adapter, mais vraiment, il faut bien leur dire, il ne faut pas qu'elles se sortent de la tête. Des fois, elles vont voir, alors après, en plus, le problème, c'est qu'elles vont voir les naturopathes, les machins et tout, qui leur font des régimes pas possibles. Moi, je leur dis, améliorez votre qualité de vie. Si ça passe par une bonne pizza, si ça vous fait plaisir, faites-le et puis vous adaptez, quoi. Alors sur le plan des médicaments, là je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est plus, c'est plus spécialisé, mais globalement ce que vous retenez, c'est pas de morphinique. Il y a deux choses, d'ailleurs, le traitement des crises et le traitement de fond, ça va être une lutte contre l'hypersensibilisation. Pas de morphinique, alors parce que hyperalgésie, parce que patiente jeune, parce que pas d'efficacité sur les douleurs nociplastiques. Le traitement des crises, là, je vous ai mis un exemple d'un protocole qu'on fait, nous, pour les crises aiguës douloureuses pelviennes. Alors, avant, vous voyez, on avait appelé ça crise aiguë endométriosique et maintenant, on appelle ça crise douloureuse pelvienne parce qu'elles n'ont pas toutes de l'endométriose. En gros, ça va reposer sur le triptyque paracétamol, acupan, anti-inflammatoire, qui est vraiment le triptyque un peu de base pour pouvoir éviter au maximum derrière l'escalade thérapeutique. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une perfusion de laroxyle. Si ça ne suffit pas, on va mettre le patient en salle de réveil pour lui faire de la kétamine. Et en dernier recours, on fera une titration morphine. Mais vous voyez que la titration morphine, elle arrive vraiment en dernier recours parce qu'on sait que c'est vraiment pas recommandé. Malheureusement, de temps en temps, en fait, sur les crises douloureuses aiguës, c'est la seule chose qui nous reste. Pour le traitement de fond, là, ça reprend, c'est un peu, ça reprend le traitement de la douleur neuropathique parce que les mécanismes sont les mêmes. Ce qu'on utilise beaucoup, ça va être, donc les règles de prescription, c'est cela, surtout. Les règles de prescription, ça nécessite une consultation spécialisée, au moins pour le suivi, parce qu'il faut titrer, on ne connaît pas la dose efficace, donc il faut toujours chercher la dose minimale efficace. Il faut expliquer aux patients comment ça fonctionne, parce que nous, l'objectif, c'est vraiment de trouver la posologie optimale pour chaque patient. On est souvent limité par les effets secondaires, on est souvent limité par les réticences des patients, surtout pour les antidépresseurs. Grosso modo, vous avez 3 classes. Vous avez les IRSNA qui vont renforcer les contrôles inhibiteurs descendants. Les antidépresseurs tricycliques, alors donc IRSNA, c'est du duloxétine, venlafaxine. Les antidépresseurs tricycliques, ceux-là, on les aime beaucoup, c'est le laroxyle à dose antineuropathique, donc c'est des doses beaucoup plus faibles que les doses à visée antidépresseurs, qui vont avoir une action centrale et un peu plus périphérique. Anxiolytique, donc c'est bien, on le prescrit le soir, comme ça les patientes, elles dorment mieux. Et puis, dernier, c'est les antiépileptiques que je garde un peu en troisième ligne. Oubliez la prégabaline, elle ne marche pas bien. Il y a beaucoup de risques de dépendance et d'effets secondaires. Et sinon, c'est la gabapentine qui est quand même assez compliquée à mettre en place avec pas mal d'effets secondaires aussi. Les autres thérapeutiques, très rapidement, traitements hormonaux, ça, c'est votre partie. Voilà. La stimulation vagale, la prise en charge des troubles fonctionnels intestinaux. La stimulation vagale, on en fait de plus en plus. Et on a des bons résultats, surtout sur le sommeil, l'anxiété et puis les troubles digestifs. Toxine botulique intra-utérine, ça aussi, ça doit être fait dans les... Il commence à y avoir quelques données. Et puis surtout, au milieu de tout ça, vous avez compris, c'est l'éducation thérapeutique de nos patientes. Si on leur explique pourquoi elles ont mal, pourquoi on leur donne ce type de traitement, pourquoi on leur propose d'aller voir le psychologue, pourquoi la kiné, ça doit être actif, et en fait, vraiment comme ça, on a une bien meilleure adhésion au traitement.
Voilà, donc ce que je voulais vous transmettre vraiment comme information, c'est hypersensibilisation, douleur nociplastique, faire le score de convergence PP, éducation thérapeutique, expliquer même en quelques mots à la patiente d'où peuvent provenir ces douleurs. La prise en charge, elle est multimodale, elle est complexe. Et puis, les psychotraumas, il faut vraiment toujours les rechercher, c'est indispensable. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Un petit peu, je suis désolée. Non, tu as été parfaite. Merci beaucoup, Claire. Donc, je ne sais pas si il y a des questions. On va peut-être laisser d'abord les participants poser des questions. Bruno Dedé, pas une question, mais plutôt une remarque. Dans le 78, on peut prescrire les TENS sans grande difficulté aux patientes sans être médecin de la douleur. Moi, j'ai pas de, bon très de retour négatif des pharmaciens. Ils demandent juste à ce que l'ordonnance soit bien faite, entre guillemets, mais ça fait gagner déjà cette étape-là parce que en termes de prise en charge de la douleur, dans le 78, on est assez limité. Mignot et Poissy ne prennent plus de nouveaux patients. Alors là, je peux vous donner un truc, c'est le docteur Lola Ranévoson, qui a fait son douleurs pelviennes en même temps que moi, et on a fait elle est spécialisée en douleurs pelviennes. Elle travaille à Mantes-la-Jolie et à Ambroise Paré aussi. Ok, super. Elle, ma référente, c'est elle que j'envoie tous mes patients de l'ouest de Paris. Et elle prend des nouveaux patients, et surtout, elle est spécialisée en pelvis périnéale parce que Mignot ne sont pas spécialisés et Poissy non plus. Écoutez, merci pour l'info. Super. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions pour les participants. C'est vrai que c'est quand même une problématique extrêmement fréquente, de plus en plus. Donc, je trouvais que l'exposé était quand même très bien parce que c'est vraiment pratico-pratique sur beaucoup de choses. Ça, c'était super. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou de toute façon, je vous ferai parvenir une petite synthèse par mail? Moi, j'ai encore une petite question, c'est toujours 2D. On a pas mal parlé du SCP là, aux dernières réunions du GIF, là, les journées d'écho avec notamment les embolisateurs qui, eux, prescrivent assez facilement du Laroxyl en première intention pour la désensibilisation. Qu'est-ce que vous en pensez et à quel prix on peut commencer? On disait qu'on commençait à 2 gouttes par jour et on augmentait progressivement tous les 3, 4, 5 jours jusqu'à 10. Est-ce que ça vous paraît correct? C'est exactement ça. Alors moi, c'est une augmentation assez prudente. Effectivement, maintenant, là, on travaille beaucoup nous, avec les radiologues interventionnels et ceux qui connaissent bien, ils vont toujours chercher la sensibilisation. On sait très bien que aller emboliser des varices pelviennes, même si c'est une indication radiologique sur un terrain hypersensibilisé, on va pas améliorer, voire aggraver les choses parce que c'est quand même un geste qui est douloureux et ça, souvent, on l'oublie un peu. Et effectivement, le Laroxyl, je trouve que c'est le médicament de première intention qui est bien parce que ça se donne en une seule fois le soir. Il n'y a pas de dépendance, pas de tolérance. On explique que c'est pas un antidépresseur, il n'y a pas le tampon antidépresseur, donc les patientes souvent elles préfèrent. Et puis souvent c'est des patientes qui sont plutôt anxieuses, qui dorment pas bien la nuit, donc ça permet de récupérer un bon sommeil. Et le schéma comme ça c'est parfait. Alors je sais qu'il y en a qui ont la main plus ou moins lourde. Moi je suis assez prudente, je commence toujours à 2-3 gouttes avec une majoration de 2-3 gouttes tous les 5 jours jusqu'à 10 gouttes en leur disant que s'il y a 10 gouttes elles sont bien, elles peuvent majorer largement jusqu'à 15-20. De principe, je ne dépasse pas 25 mg parce que je trouve qu'après, il y a les effets secondaires qui arrivent. On est moins sûr de l'intérêt d'une majoration après 25 à 40 mg. Et puis, je préfère dans ce cas-là associer des traitements. Mais c'est une excellente prise en charge, ouais, effectivement. Bon, super, merci. Bon, merci beaucoup Claire. S'il n'y a pas de questions, on va chacun reprendre nos activités. Et merci à tout le monde de s'être connecté, d'avoir participé. C'était super intéressant. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir.